si tu peux. Merci. Donc, avant que je fasse l'introduction à Madame Lessard, je veux juste rappeler le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat qui c'est clavardé en bas de votre écran. Il y serait une icône qui dit chat. Clique sur ça. Ou pendant la période de questions qui serait à la fin, je vais répéter les instructions. Mais pour maintenant, si vous avez des questions, juste mettre ça dans le chat et ça va être répondu à la fin ou pendant la conférence. Donc, c'est mon grand plaisir d'introduire Geneviève Lessard. Geneviève détient une maîtrise professionnelle en ergothérapie depuis 2016 et un doctorat en sciences de la réadaptation depuis 2021. Elle ouvre comme clinicien auprès des militaires. Elle est également scientifique de la défense au Centre de recherche de la défense canadien. Elle poursuit présentement avec des étudiantes à la maîtrise professionnelle en ergothérapie de l'Université de Laval 2 projets de recherche sur l'SLA. Bienvenue Geneviève et merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc, bienvenue. La présentation, comme vous allez voir, elle est bilingue. Je ne sais pas s'il y a des gens. Are there any people that are only fluent in English among all you? Maybe you just can raise your hand. And Kate, can you see if anybody is raising their hands? Une a dit qu'elle est bilingue, mais je crois que la plupart du monde, ça va être mieux en français 100%. OK. Donc, ceux qui en ont une autre conversion. Oups! Bilingual. OK, bilingual, that's good. I'm just trying to go back. Donc, elle est bilingue, donc vous allez voir en haut, c'est en français, en bas, un peu plus pâle, c'est en anglais. C'est pas parce que l'anglais est moins important, c'est simplement pour éviter la confusion visuelle. Donc, je vais la faire en français. Si jamais il y a des notions que vous ne comprenez pas bien en français ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'interrompre, là, ça va me faire plaisir. Alors, bienvenue. Donc, le titre de la conférence, ça s'appelle, comme Kate vous l'a dit, la transition occupationnelle imposée quand la SLA impose un changement de voie. Donc, déjà dans le titre, on a un gros terme de jargon ergothérapeutique que je vais vous définir plus tard, bientôt en fait. Mais avant, si je suis capable d'utiliser moi, je voulais juste faire une petite contextualisation, un peu un disclaimer qu'on dirait en anglais. C'est que ce que vous allez voir aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une approche. Évidemment, c'est vous les experts de votre situation, c'est pas moi. Moi, en aucun cas, je veux me présenter en tant qu'experte d'une approche en ergo auprès de la clientèle. J'ai déjà eu des clients qui étaient atteints de SLA et comme Kate vous l'a dit, on a travaillé avec certains d'entre vous pour les projets de recherche, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui ne fassent pas de sens pour vous dans la présentation, ça se peut qu'il y ait des choses qui font très de sens. C'est très normal et puis ça se veut sans prétention. OK? Donc, c'est vraiment important. Si jamais vous dites « Ah, pourquoi elle me présente ça? » Ben, peut-être que cette partie-là ça vous correspond un peu moins à votre réalité, mais c'est à vous d'adapter un peu le message à la fin. Donc, c'était très important pour moi de vous dire cela. C'est un peu, en fait, comme ma clientèle principale qui est les militaires qui ont un trouble de stress post-traumatique. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est vivre avec un trouble de stress post-traumatique, comme je ne sais pas ce que c'est vivre avec la SLA. Par contre, je possède des connaissances que j'ai acquises en travaillant avec les gens merveilleux comme vous et comme mes militaires pour essayer de comment on fait du sens quand la vie nous envoie quelque chose comme un SLA ou un trouble de stress post-traumatique. Donc, ça, c'était ma petite contextualisation. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment une perspective des sciences de l'occupation qui est au centre de l'ergothérapie.
on est chanceux, nous les ergothérapeutes, parce que de un, on fait le plus bel job du monde, et de deux, on est souvent impliqués auprès des gens qui ont la SLA, donc les gens savent ce que ça fait un ergothérapeute. Si vous n'en avez pas encore eu une entrée dans vos vies ou si vous êtes en début, dans le fond, nous, notre job, c'est de vous permettre d'être autonome dans les activités qui font le plus de sens pour vous le plus longtemps possible, soit en l'adaptant, en fournissant des aides techniques ou des choses en facilitant la tâche. Donc, c'est vraiment très, très du travail de terrain. On travaille avec vous pour que la vie fasse du sens. Donc, c'est un peu comment reprendre aujourd'hui le contrôle, une partie du contrôle que la SLA a pris sur votre vie à travers l'occupation. Mais vous allez voir qu'est-ce que ces gros mots-là veulent dire dans les prochaines diapositives. Alors, les occupations, en anglais, nous, les ergothérapeutes, on est des occupational therapists, donc ça dit beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait qu'ergothérapeute. Mais les occupations, c'est vraiment tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a appris à faire à travers le temps, à travers les rôles qu'on a assumés ou qu'on assume présentement. Donc, que ce soit l'hygiène, l'habillage, l'alimentation, prendre ses médicaments, se transférer d'une position à une autre, éliminer, gérer ses finances. Donc, vous voyez que ça va jusqu'au loisir, la préparation de repas, le travail. Donc, ça va du très simple, du très élémentaire que tout le monde va faire à plus large que ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui vont avoir cette occupation-là dans ce qu'on appelle leur répertoire occupationnel, qui est en fait votre boîte à outils, vous, de choses que vous savez faire. Et idéalement, dans cette boîte à outils-là, il y a des choses que vous aimez faire. Donc, c'est la visée de l'ergothérapie, c'est que ces choses-là que vous aimez faire, eh bien, on les prend et on les utilise comme levier pour vous permettre d'être le plus autonome et le plus heureux possible. Donc, ça, c'était le concept vraiment central de notre profession, c'est vraiment l'occupation, mais c'est un gros mot pour dire vraiment quelque chose de très simple, là. Donc, ce sont toutes les choses qu'on fait tous les jours et qui font du sens, soit par obligation ou par amour de l'activité en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'une transition occupationnelle imposée? En fait, la SLA est une transition occupationnelle imposée. Donc, la transition, c'est un passage, un changement majeur d'un état ou d'une étape de la vie à une autre. Donc, on peut penser, par exemple, de l'adolescence à la vie adulte ou de la vie en fin de carrière lorsqu'on se prépare vers la retraite. Donc, ça, c'est une transition au niveau des occupations parce que si lorsqu'on se prépare vers la retraite, eh bien là, on va changer l'occupation qui était principale, qui est le travail, s'occuper de sa famille s'il y a lieu, va changer parce que le travail va partir. Donc, dans le cas de la retraite, on a le temps de se préparer pour cette transition-là. Idéalement, à moins que la retraite se passe dans un contexte plus ou moins agréable. Donc, souvent, les gens vont dire mi-quarantaine, les enfants sont rendus grands, on a plus de temps pour nous, on va avoir plus de temps pour faire des choses qu'on aime. Donc, ça, c'est penser à la transition en termes de qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir plus de temps, quand l'occupation principale va devenir autre chose. Et ça, c'est quand c'est une transition souhaitée. Donc, la plupart des gens vont vouloir souhaiter aller vers la retraite ou des choses comme ça. Occupationnel, c'est parce que justement, la plupart du temps, on fait quelque chose pendant une période de temps. Bon, 35 ans de sa vie, on va travailler. Donc, l'occupation principale va être le travail, s'occuper des enfants et tout ça. Et imposer, c'est qu'on ne choisit pas. Donc, une transition occupationnelle opposée, c'est, si vous voyez la prochaine diapo, c'est comme on a toutes les stades de la vie. Mais là, la SLA arrive comme un train qui nous rentre dedans et qui vient vraiment faire un changement dans ce qu'on avait prévu. Et ce n'est pas un changement qu'on souhaite. Il n'y a personne qui veut être partie de ce club-là, OK? Ça arrive vraiment. Et puis, on fait partie de ce club-là majoritairement pendant une courte période de temps. Donc, la vision qu'on a du temps qui nous reste, du temps présent, devient très, très différente. Le ici et le maintenant est d'autant plus important parce que justement,
les autres stades qui sont cachés par mon TGV qui représente la SLA, on ne sait pas jusqu'à quelle limite on va pouvoir les vivre parce que ça dépend de la SLA. C'est la SLA qui va, et bon, les avancées dans la médecine et tout ça, dépendamment, c'est très variable la symptomologie. Je ne vous apprends rien ici et je ne me positionne aucunement en tant que professionnelle ou experte de l'évolution de la SLA, mais dépendamment de la forme que vous avez. Donc, c'est très, très variable. Il y a des gens pour qui ça va aller très vite, le train. Il y a des gens pour lesquels ils vont embarquer dans un train et ça va aller un peu plus lentement. Donc, c'est très, très une direction vers l'inconnu. Donc, en plus d'embarquer dans un train que vous ne vouliez pas embarquer, vous allez vers une direction que vous connaissez éventuellement, mais les stations entre l'entrée dans le train et la sortie dans le train, vous ne les savez pas encore. Ils vont s'imposer une à une. Donc, ça peut amener évidemment, c'est un deuil. Ce que les gens nous rapportent là, dans l'étude qu'on a faite, on a eu la chance de faire je fais une bref aparté, là, mais on a fait une étude avec les étudiantes en ergothérapie de l'Université Laval sur comment on vivait ces transitions-là, qu'est-ce qui facilitait, qu'est-ce qui rendait les transitions plus difficiles et tout ça. Et beaucoup, les gens nous disaient que c'est vraiment un deuil des fois qui est quotidien, parfois un deuil qui est à plus long terme. Donc, il y a cette fameuse courbe du deuil qui a été inventée par Dr. Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre et qui était une fervente défenseuse des soins palliatifs. Donc, on l'utilise beaucoup en santé mentale, en ergothérapie, en psychologie aussi, il l'utilise beaucoup. C'est pour faire du sens d'un peu des émotions. Parce que quand le train de la SLA vous rentre dedans et dans votre famille, inévitablement, il n'y a pas seulement vous qui êtes à l'intérieur du train, il y a tout votre entourage. Ce qu'elle elle propose comme modèle, c'est que, bon, on a l'annonce du diagnostic. Ensuite, on passe, et ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va passer par chaque phase, mais généralement, il y a quand même de la colère. Donc, au début, on est comme ça se peut pas, peut-être qu'ils se sont trompés, ou des fois même, il y a des gens qui ont été victimes un peu de médecine, je dirais pas, je ne saurais pas comment la qualifier, mais des fois, c'est une maladie qui est même si c'est la maladie motoneurone la plus commune, c'est quand même très rare. Donc, surtout si vous êtes éloigné des centres urbains où est-ce qu'il y a des médecins, des neurologues qui ont eu plusieurs clients dans SLA, ça se peut que ça a pris du temps avant que vous ayez votre diagnostic. Ça se peut que des diagnostics erronés aient été émis à votre égard. Donc, la période du déni, elle a été peut-être alimentée par des facteurs externes dans votre cas. Et pour dire, ben là, ça fait 14 fois qu'ils changent de diagnostic. Peut-être que c'est pas ça finalement. Puis vous aviez raison de dire que finalement, c'est peut-être pas ça. Mais lorsque le diagnostic officiel tombe, ben ce déni-là, il reste quand même présent. Puis là, après ça, ce que la Cour nous dit, c'est qu'on est en colère parce que là, les informations quant à savoir, heureusement, grâce au travail notamment de SLA Québec et de toutes les campagnes de le Ice Bucket Challenge et ces choses-là, il y a de plus en plus d'informations qui est fournie sur la SLA, donc on connaît un peu plus c'est quoi la SLA, mais la période de la colère, c'est souvent où est-ce que vous allez recevoir l'information, puis on est pourquoi moi? J'ai vu qu'il y a une conférence qui va suivre sur la génétique. Donc, j'imagine qu'il y a des avancées en génétique, mais donc la colère elle est tout à fait normale. Et des fois, ça sort de façon pas comme on aimerait. Et puis, c'est un peu le cas aussi avec les militaires, là, quand ils reçoivent le diagnostic de trouble de stress post-traumatique, ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'eux autres, ils ont attrapé ça. OK? Souvent, c'est le mot qu'ils utilisent. Pourquoi eux sont forts? Vous êtes souvent des gens en santé qui étaient super actifs. En tout cas, les 9 qu'on a interviewés étaient des gens très, très impliqués dans leur communauté, des bonnes personnes. Et puis là, on se demande pourquoi. Puis là, c'est la colère. Donc, si vous êtes croyant ou pas, ça peut être une colère dirigée vers les cieux, ça peut être toutes sortes. Donc, toute cette émotion-là de colère, elle est normale. Et souvent,
chez les gens qui ne sont pas habitués d'exprimer de la colère, il va y avoir comme une espèce de culpabilité d'exprimer cette colère-là. Et des fois aussi, il peut y avoir la culpabilité d'exprimer la colère chez l'entourage, parce que c'est l'entourage aussi qui vit une injustice profonde. Ensuite, selon la courbe, suit la tristesse. Donc là, on a évacué la colère, on va vers la tristesse. Et là, le prochain stade qui est, si je peux dire, le stade de l'acceptation, moi, je ne l'aime pas bien, celui-là. Parce que, et je l'enseigne toujours comme ça à mes clients, je dis, tu sais, accepter quelque chose qui est inacceptable, pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens. Fait que jamais je vais dire à mes patients, ben là, il faudrait accepter à vivre avec une SLA, il faudrait que vous acceptiez votre diagnostic. Comment on fait pour accepter quelque chose d'inacceptable? Moi, je ne suis pas tant là-dedans. Fait que, il y a un autre mot que j'aime mieux, que vous allez voir à la diapositive prochaine, mais un des messages que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on apprend à vivre avec. Puis s'il y a des gens qui vous disent, ben, pour aller plus vite dans ton cheminement, il faudrait que tu acceptes. Je trouve que c'est une position très, très irrévérencieuse de la part de la personne qui ne vit pas la SLA de dire ça à quelqu'un qui a la SLA. Parce que pour moi, accepter l'inacceptable, ça ne fait pas de sens. Mais ça, c'est ma position personnelle. Vous allez voir plus tard, il y a une autre façon de voir un autre moi associé à ce stade-là que j'aime beaucoup mieux. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous avez passé à ce stade que vous qualifiez d'acceptance, toutes mes félicitations. Mais sachez que c'est ça. Moi, j'ai un peu un dilemme avec ce mot-là. Et ensuite, on s'en va vers l'intégration qui est plus la reconstruction, les nouvelles forces. La sérénité, encore là, je trouve que c'est un mot un peu se positionner. À moins qu'on ait vécu la SLA, moi, je ne prononcerai pas ce mot-là envers vous, chère auditoire, parce que je ne sais pas si c'est possible. Et puis, ça sera peut-être quelque chose que vous m'apprendrez là, à la fin du diaporama. Mais ce que j'aime davantage, c'est la prochaine version. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment, voyez-vous, bon, il y a l'acceptation encore là, qu'on voit ici, là, mais il y a surtout la remobilisation. Et ça, je trouve que c'est davantage faisable et positif et concret que l'acceptation. Comment bon, vous voyez encore, j'ai déjà un dilemme encore interne avec ce mot-là, mais je trouve que selon cette courbe-là, donc tout ce qui est ici, là, informer, guider, reconnaître, bon, ça, c'est des phrases un peu plus pour les professionnels là, ou les gens qui ont la chance de vous accompagner. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de cette façon-là, c'est qu'une fois qu'on a encaissé le choc et qu'on va parmi toute une panoplie d'émotions qui sont tout à fait légitimes et valables, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre un certain contrôle, dans le fond, décider un peu où est-ce que le train il va arrêter ou s'il arrête, comment ça va se passer l'escale. Okay? Si je poursuis ma métaphore du train. Donc, la remobilisation. Qu'est-ce que c'est la remobilisation? Vous allez voir. Donc, je suis une écho, c'est sûr que je vais vous parler d'occupation. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'occupation? Pourquoi est-ce que l'ergothérapeute et l'ergothérapie offre une piste de solution pour reprendre une partie du contrôle que la SLA a pris sur votre vie? C'est parce que ça, c'est des faits scientifiques prouvés. Donc, les humains, on a besoin d'occuper notre quotidien. On a besoin de faire quelque chose. On est ce que l'on fait souvent. Et si on n'a rien à faire, mon Dieu, que le temps paraît long. Et qu'on se sent, ça ne va pas prendre beaucoup de temps qu'on va se sentir inutile parce qu'on ne fait rien, si on fait rien. Donc, l'occupation, donc, s'engager dans une occupation, d'autant plus si c'est une occupation qui est plaisante pour vous, qui vous fait sentir utile, qui vous fait sentir compétent, ça a été démontré que ça améliorait la santé physique et la santé mentale, le bien-être, que ça structurait le temps et que ça amenait une certaine structure à la vie et que ça apportait du sens. Donc, quand je disais on est ce que l'on fait et ce qu'on aime faire et tout ça, et donc, nous, de ces prémices-là, on a fait, comme je vous disais en introduction, de l'occupation, notre levier de changement.
Donc, à travers comment on se remobilise de ma très humble perspective d'ergothérapeute, c'est à travers se réengager dans des activités, des occupations qu'on aime et qui fait du sens pour nous. Donc, reprendre du contrôle sur sa vie en dépit des nombreuses transitions imposées par la SLA, d'où le titre de la conférence. Là, vous allez me dire, comment est-ce que je fais ça? Ça a l'air bien gros, c'est des beaux gros mots, vous avez bien raison. Mais en fait, si on y prend très, très simplement, les prochaines diapositives visent un peu à susciter une réflexion chez vous, puis je vais essayer de vous donner une méthode un peu pour dire par où on commence, qu'est-ce qu'on doit faire comme cheminement, parce que je ne sais pas à quel niveau vous êtes, ni il y a des gens qui vont continuer de s'engager, de faire des nouvelles choses spontanément. Il y en a qui vivent plusieurs deuils très rapidement. Il y en a qui ont du soutien, il y en a qui n'en ont pas. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde là, dans les prochaines diapositives. Vous prenez ce qui fait du sens pour vous, évidemment. Donc, il y a deux approches là, vraiment en ergothérapie. Il y a l'approche plus compensation-adaptation. Donc, ça, c'est qu'on va faire l'occupation ou l'activité. Ça peut être comme, par exemple, me laver. OK, je prends la plus simple, c'est la plus simple pour expliquer. Après ça, on pourrait en prendre une plus complexe. Donc, faire l'occupation différemment. Donc, je vais utiliser des aides techniques. Donc, l'ergothérapeute devrait vous fournir des aides techniques pour vous permettre de vous laver seul le plus longtemps possible. Aussi, des fois, il y a les gens qui préconise beaucoup de diviser la tâche en sous-tâches. Donc, si vous avez des super longs cheveux, par exemple, ben, peut-être pas nécessairement vous laver les cheveux en même temps que vous vous lavez, le faire une autre journée. Donc, vraiment décomposer en sous-tâches pour que ce soit plus gérable au niveau de l'énergie, au niveau de la douleur. C'est aussi de reconnaître ses propres patrons d'énergie. Est-ce que vous avez plus d'énergie le matin? En avez-vous plus l'après-midi? En fonction de l'énergie que vous avez, les gens, d'habitude, ce qu'ils disent pas mal, c'est quand je me réveille, c'est difficile, ça fait mal. Une fois que je suis un petit peu, bon, j'ai commencé ma journée, c'est là que j'ai le plus d'énergie. Là, je mange, puis après dîner, je tombe. OK? Mais ça, c'est un patron d'énergie parmi tant d'autres. Vous, le vôtre peut être totalement différent. Il y a des gens qui sont, vous avez sûrement déjà entendu ça, là, des gens qui sont plus des oiseaux de nuit versus des gens qui sont plus des gens du jour. Donc, on a chacun notre chronotype particulier qui affecte notre niveau d'énergie. Donc, la SLA peut venir le modifier, mais il suffit d'être attentif là, sur quelques jours à savoir, bon, quand est-ce que je me sens le plus énergique? Et c'est à ce moment-là qu'on planifie de faire les choses qu'on aime faire ou qu'on veut faire. Et ça optimise vraiment beaucoup nos chances de succès de réaliser l'occupation. Parce que si on choisit de faire une occupation qui est difficile, tout d'un coup, sans la morceler, et en faisant ça après dîner, qui est une période, par exemple, pour vous qui est très charnière, ben, vous risquez de vivre encore plus, là, de voir refléter une incapacité que vous n'avez pas nécessairement. Donc, il y a des modèles en écothérapie qui disent on a un handicap seulement quand on n'est pas capable de compenser pour la façon dont on le fait. Donc, si une personne est capable de travailler en fauteuil roulant, elle n'est plus une personne handicapée. Donc, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Si on est capable de mettre tous les éléments de notre côté, ben, vous n'êtes plus en situation de handicap. Vous êtes capable de faire les choses, mais différemment. Donc, les stratégies de gestion de douleur, je ne sais pas si les physiothérapeutes sont très bons pour en enseigner. Si vous avez beaucoup de douleur, il y a des gens qui vont se masser, il y a des gens qui vont utiliser toutes sortes de choses. Donc, il ne faut pas négliger la douleur parce que les études démontrent que c'est très négligé au niveau de la SLA, la douleur. C'est comme si on ne s'en occupait pas, mais ça fait néanmoins partie du scénario avec lequel vous vivez. Donc, s'il y a des stratégies qui fonctionnent plus à un moment particulier de la journée, ben, n'hésitez pas à mettre toutes les bonnes choses de votre côté pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Aussi, dans cette approche-là, il y a le changement de rôle. Il y a des gens pour qui, disons, ils vont faire une partie, quand je parlais de morcellement de tâches, ils vont faire une partie de la tâche, puis ça va être quelqu'un d'autre de l'entourage ou du CLSC ou peu importe, un aidant formel ou informel qui va réaliser l'autre bout de la tâche. Le danger là-dedans, c'est que
c'est de dire « Ah, je ne suis pas capable de faire la tâche au complet, je ne la ferai plus. » Ça, c'est vraiment un danger de venir déconditionner. Donc, tout ce que vous êtes capable de faire et que vous voulez faire. Il y a des gens qui n'ont jamais préparé de repas. Ça ne fait pas de sens pour nous de dire, ben là, je vais vous montrer comment préparer votre repas. On s'en fout. Ce n'est pas significatif. À ce point-ci, avec la SLA, on fait ce qui fait du sens pour nous. Si vous, vous aimez ça, vous faire laver les cheveux, ben, tu sais, mon exemple de lavage de cheveux, il ne s'applique pas à vous. Mais participer, si c'est quelque chose que vous tenez souvent, si on revient à cette occupation-là, l'habillage, l'hygiène, c'est très lié à la dignité. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de faire la tâche au complet que vous devriez ne plus la faire. Au contraire, vous devriez vous dire de la faire le plus possible parce que c'est quelque chose qui vous procure qui est important pour vous. Donc, ça va tout s'impacter, la diapo de tantôt qu'on voyait, là, les pouvoirs de l'occupation. Donc, ce n'est pas l'occupation, lorsqu'elle est réalisée dans son entièreté, qui apporte tous ces bénéfices-là, c'est de participer à la façon qu'on peut. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, donc ça, c'est faire les choses différemment. Donc, inévitablement, c'est certain que ça implique possiblement des deuils, des changements internes d'attitude et tout ça. De ne plus être capable de faire l'occupation au complet, ça peut être un deuil en tant que tel. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de faire ça. Je suis seulement en train de vous dire que si c'est important pour vous et que vous mettez en les conditions pour en gérer votre énergie, quand vous avez plus d'énergie, quand vous avez moins de douleur et tout ça, continuez à vous battre pour faire la partie de cette occupation-là parce que ça va vous rendre, ça va tout avoir les effets positifs qu'on a nommés précédemment. Mais je ne dis jamais que c'est facile parce que ça vient avec son lot de deuil, bien évidemment. Il y a une autre perspective qui est l'élargissement du répertoire occupationnel, l'élargissement de votre boîte à outils qui contient toutes les choses que vous êtes capable de faire, que vous avez appris à faire, que vous aimez faire. Donc, ça, c'est vraiment être ici dans le et le maintenant et se demander, bon, là, la SLA, elle m'a fait dévier complètement de mon parcours. C'est quoi je veux faire, moi? C'est quoi qui est ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je pourrais le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à le faire au besoin si, encore là, il y a certaines parties de ce que vous voulez faire qui est plus difficile pour vous? Donc, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui fait du sens pour vous maintenant. On n'est plus dans l'altruisme, de penser, oui, vous pouvez continuer à penser aux autres, mais pensez, ne vous oubliez pas dans ce que vous faites. Parce que, c'est, comme je vous dis, c'est le ici et maintenant. Il y a des gens, mettons, par exemple, qui ont économisé de l'argent toute leur vie pour donner un héritage à leur enfant. Mais là, cet argent-là, si je pense que cet exemple-là, maintenant, c'est vous qui êtes au centre, qui devez être au centre de votre vie. Et donc, si les énergies, l'argent et toutes ces choses-là devraient être vraiment centrées autour de votre bulle, dans le fond, pour vous, qu'est-ce qui fait du sens maintenant? Et qu'est-ce qui me donne de l'énergie? C'est quoi qui me rend heureux, moi? Des fois, c'est des questions qu'on n'a pas eu le temps de se poser parce qu'on a moi, j'ai 3 enfants qui sont très jeunes. Je ne me pose pas ces questions-là. Mes questions, ce qui me rend heureux, c'est de les avoir. Mais ce que je voudrais faire, ce n'est pas vraiment une question que je me pose. Parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai plein de choses que je devrais faire. Alors que vous êtes rendu à un point où est-ce que oui, il y a encore des choses que vous devriez faire, mais ça devrait davantage changer vers la perspective de qu'est-ce que vous voudriez faire. Et donc, donc, c'est ça, cette perspective-là, c'est vraiment de faire des nouvelles choses ou de reprendre des anciennes occupations. Comme il y en a qui disaient, ah, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça, écrire. Mais là, j'ai écrit des poèmes, par exemple. Mais j'ai fait 20 ans que je n'ai pas fait ça. OK, mais ça ne serait pas un bon temps qu'on puisse recommencer à écrire des poèmes? Ça ferait-tu du sens pour vous? Ça vous permettrait-tu de vous exprimer? Alors, c'est dans ce sens-là. Évidemment, si vous me dites, moi, je vais aller faire du ski sur l'Himalaya,
Il y a des choses qui sont plus ou moins faisables. Oui, il y a des obstacles, c'est certain. Ce n'est pas toutes les occupations qui sont possibles, bien évidemment, mais ça, c'est un peu pour tout le monde. Puis, vous allez voir un peu plus loin aussi que oui, il y a la première étape de décider qu'est-ce qu'on veut faire, mais aussi il faut considérer d'autres facteurs qui s'en viennent dans la prochaine diapo. Pour ceux qui sont il y a des gens, des fois, qui ont été tellement centrés sur une occupation, comme par exemple le travail ou s'occuper, être proche aidant. Souvent, les proches aidants ou les gens qui ont vraiment été hyper bons dans quelque chose dans leur vie active, ils ne savent plus vraiment qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, si par exemple, je prends les militaires qui, toute leur vie, se sont fait dire tu vas aller dans telle mission-là, tu t'en vas en exercice-là, ta vie est régie au quart de tour, ça ne favorise pas vraiment l'exploration de choses qu'on est bon et qu'on aime faire. Donc, il y a quelqu'un de très intelligent qui a fait une liste des intérêts. Donc, c'est l'outil que je vous présente. Si jamais vous voulez l'avoir, je l'enverrai en PDF à Kate. Vous allez voir, il y a vraiment toutes sortes d'affaires là-dessus. Je ne l'ai pas mis là, mais il y a avoir des rendez-vous galants là, qui fait toujours rire tout le monde. Mais ça permet de vraiment se faire un ratissage très large de tous les types d'occupations ou de choses qu'on n'aurait pas pensé faire, puis que de se faire des... Ah, ben peut-être. Peut-être. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il y en a un qui nous parle un peu plus que l'autre. Ça se peut qu'il n'y en ait aucun là-dedans qui vous parle, mais c'est quand même assez vague et ça peut des fois juste nous faire dire, oui, je faisais ça quand j'étais jeune, puis j'aimerais ça faire, ou le 10 ans, ou peu importe. Donc, il y a cette méthode-là d'exploration qui existe. Donc, à partir d'un formulaire, très standardisé, ou sinon, vous pouvez demander à des gens de votre entourage, votre mari, par exemple, toi, quand tu m'as connue, qu'est-ce que je faisais? Ou, tu sais, tu te souviens, les parents, des fois, dépendamment, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, maman, que j'aimais faire? Tu sais, moi, j'aimais collectionner les telles affaires. Fait n'hésitez pas à questionner votre entourage des fois parce qu'on a tellement été pris dans le tourbillon de la vie que là, on ne sait plus trop c'est quoi qu'on aime. Puis des fois, les gens de notre entourage sont les mieux pour nous dire ben oui, tu faisais ça, tu te souviens-tu comment tu étais bon? Donc ça, c'est une des pistes pour le comment est-ce qu'on se remobilise. Donc, premièrement, il faut trouver qu'est-ce qui fait du sens pour nous et qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que cette liste-là, elle peut être un starting point, un point de départ là, pour la remobilisation. Donc, tantôt, je parlais, il y a des gens aussi, parmi les merveilleux participants qu'on a eu dans l'étude sur laquelle on est en train de travailler pour publier les résultats, qui ont beaucoup nous disaient qu'ils avaient repris des occupations qu'ils avaient abandonnées pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais il y en a aussi qui en ont pris des nouvelles. Vous êtes un groupe de gens merveilleusement impliqués au sein de votre communauté. Donc, il y a des gens plein d'entre vous qui font plein de choses, qui utilisent leur contact antérieur pour faire la promotion, la SLA sur la radio, qui s'impliquent à ramasser des fonds. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sorti de l'étude. C'est que vous êtes des gens très actifs pour faire connaître la SLA, puis aussi pour non seulement faire avancer les connaissances, mais aussi faire que c'est pas juste le financement, on veut que les gens prennent conscience de cette maladie-là. Donc ça, il y a beaucoup, je pense que presque tous nos participants avaient été impliqués à un point ou à un autre dans une activité reliée soit au financement ou à la promotion de l'explication de ce qu'est-ce que la SLA. Il y en avait beaucoup aussi qui ont repris l'écriture parce qu'il y avait cette notion-là de laisser quelque chose. Donc, il y en avait beaucoup qui s'étaient dit, moi, j'écris mes mémoires ou j'écris des poèmes pour mes enfants. J'explique des choses. C'était comment dans mon temps quand je travaillais ou comment j'ai connu votre mère ou des choses comme ça. Donc, ça devenait une façon pour eux de laisser quelque chose de vraiment concret à leur enfant qui n'aurait pas nécessairement eu le temps ou l'opportunité de faire. Donc, l'écriture est ressortie comme quelque chose de très significatif. Et évidemment, ça vient dépendamment de
la façon dont vos mains sont affectées par la maladie. Il y en avait qui n'avaient pas de difficulté, il y en avait qui, dictaient. Donc, ça, c'est vraiment la job de vous, avec votre ergo, de trouver une façon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, une occupation, de trouver les façons par lesquelles on va vous permettre de réaliser cette occupation-là. Donc, gênez-vous pas de dire à votre ergothérapeute, moi, j'aimerais ça écrire, mais là, évidemment, mes mains ne marchent pas très bien ou si je me fatigue vite, est-ce qu'il y a d'autres façons? Et oui, il y en a plein. Tout ce qui est communication, c'est ce qui est le plus documenté avec les aides à la mobilité. Donc, lâchez-vous lousse, puis là, n'hésitez pas là, à demander des outils compensatoires. Il y a des gens aussi qui vont s'investir dans les arts. Il y a des gens aussi qui ont rapporté les sports adaptés. Par exemple, il y a un petit bémol, c'est pour ça qu'il y a une étoile à côté de sports adaptés. Malheureusement, on est au Québec, on n'est pas où est-ce qu'on voudrait être rendu. En termes de sport adapté. Ça dépend grandement si vous habitez proche d'un grand centre ou si je pense par exemple à la danse adaptée, qui est le premier en tête qui me vient, il y a juste à Montréal qui est ça. À moins que je me trompe, là, je ne suis pas la spécialiste des ressources communautaires, mais donc, ça dépend vraiment de quel sport vous voulez faire et d'où est-ce que vous restez, mais sachez que il y a des groupes en ligne sur Facebook, là, sport adapté. Si jamais il y a quelque chose, vous voulez savoir qu'est-ce qui se fait dans votre région, je pense qu'il y a un site aussi qui existe pour où est-ce que les sports adaptés sont présents et quel genre de sport vous pouvez faire. Évidemment, ça dépend de ce qui vous intéresse, de plusieurs facteurs, mais ça vaut la peine quand même d'essayer d'aller voir ça et de pousser un peu sur les ergos. Je dis tout le temps ça à mes clients, pousser un peu sur nous autres pour qu'on change, pas juste nous, mais qu'on fasse un petit peu d'activisme parce que ça fait partie de notre rôle, parce qu'il y en a tellement pas beaucoup de loisirs adaptés ou de sports adaptés. Puis c'est pas juste les gens qui ont la SLA qui en auraient besoin, qui pourraient en profiter. Donc, il y a comme une partie de militantisme qu'il faut faire là-dedans. Puis je l'ai mis parce qu'il y en a qui réussissaient à quand même en faire. Mais je suis bien consciente là, que c'est peut-être pas le plus facile à essayer là, à reprendre, si vous voulez reprendre une occupation. Là. Donc, en fait, le but, et puis c'est de balancer les petites tâches du quotidien, qui sont les petites roches ici, avec vraiment le défi que vous vous lancez de faire une nouvelle occupation. Donc, c'est de balancer son énergie, vraiment d'avoir une balance entre les deux. Parce que, et de faire un peu des choix. Parce que la grosse roche, oubliez, il faut que ce soit un équilibre. Sinon, si vous investissez tous dans des occupations que vous devez faire, mais qu'il n'y a rien qui est vraiment le fun pour vous, que c'est juste le train-train quotidien, bien, vous allez être la grosse roche, là, elle ne sera pas là. Fait que, ou ça, vous allez avoir une balance comme ça. Et puis, tous les bienfaits de l'activité qui nous font du bien, ben, vous ne les aurez pas nécessairement. Donc, c'est de trouver votre balance à vous. C'est combien de petites roches ça vous prend pour balancer votre grosse roche, en fait. Donc, là, je vous parle de plein de choses, ça a l'air merveilleux, mais je suis bien consciente qu'il y a plusieurs embûches, puis il ne faut pas les négliger. Et la première embûche que je voudrais adresser, c'est si on prend la perspective de l'approche cognitivo-comportementale, je m'excuse, il y a une faute ici. Souvent, en fait, ce que cette approche-là dit, c'est que nos actions sont représentées par les jambes. Ils sont le résultat de nos cognitions, donc nos pensées, notre façon de penser, et nos émotions qui sont représentées par le cœur. Alors souvent, chez les gens qui vivent des difficultés ou qui sont amenés à avoir une transition occupationnelle imposée, maintenant vous savez ce que ça veut dire, vous êtes capable de tout savoir, c'est quoi, bon, OK, maintenant si je prends, ça c'est un autre modèle qui est le modèle SWOT, en fait, qui permet d'analyser c'est quoi les forces, les faiblesses que j'ai et de l'environnement, c'est quoi les opportunités et les barrières plus que les menaces. Là.
souvent, vous allez être capable de me remplir tout le tableau. Bon, moi, je suis bon là-dedans, je suis moins bon là-dedans. Ah, ben, j'ai ma voisine qui m'a dit qu'elle voudrait qu'elle pourrait faire ça avec moi, mais bon, tu sais, sortir de chez nous, c'est difficile. Bon, ça serait comme la barrière. Ça, vous êtes tous capables de cognitivement, donc dans votre tête, avec le cerveau, vous êtes tous capables de me faire la liste. Vous comprenez très bien ce qui se passe dans votre environnement, ce qui se passe dans votre tête, et pourtant, vous n'arrivez pas à faire bouger, on parle métaphoriquement parlant bien sûr, mais vous n'arrivez pas à vous activer le comportement ou le changement que vous voulez apporter. Et ça, souvent, il y en a qui vont se taper sur le coco pour dire, ben voyons, je le sais c'est quoi qu'il faut que je fasse, mais pourquoi je ne suis pas capable de le faire? Mais une fois qu'on va se dire ça ou que ça va paraître insurmontable, malgré le fait que vous avez tout rempli les cases, ben, le problème, en fait, c'est pas un problème, c'est qu'il y a quelque chose, votre émotion, les émotions que vous ressentez, elles sont plus fortes que votre logique. Je donne par exemple, c'est un exemple là, vraiment fictif. Moi, je voudrais aller faire du ski adapté. Bon, là, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai encore une bonne respiration, une bonne capacité cardiovasculaire, ce qui est ma force. Faiblesse, ben, mes jambes sont pas vraiment, tu sais, toléreraient pas là, vraiment le ski super longtemps, mais si c'est adapté, ça pourrait être bon. Bon, opportunité A, je dis n'importe quoi, mais il y a tel organisme qui offre le sport adapté. Puis la barrière, la barrière, souvent, elle est interne et ça fait référence aux émotions. Parce que souvent, les gens vont me dire, hey, mais d'un coup, que quelqu'un me voit faire ça de même, là, ils vont-tu rire? Ils vont se dire, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, avec ses skis ou adaptés, ou de quoi qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de stigmatisation. Les gens sont curieux, puis souvent, on va se comme s'empêcher, les gens vont s'empêcher de faire quelque chose parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'ils se disent d'un coup que je ne suis pas capable de faire ça. Hey, je ne suis pas capable de faire du sport adapté. Qu'est-ce que je vais être capable de faire, moi, dans 10 ans ou demain, si je ne suis même pas capable de faire? Fait que souvent, la menace, elle vient de vous. Puis si jamais vous essayez de reprendre une nouvelle occupation, puis vous savez tout c'est quoi là, les forces et faiblesses, les opportunités, vous avez tout votre plan fait, mais vous n'êtes pas capable de l'initier, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui bloque. Et l'émotion est toujours légitime. Okay? Que ce soit que vous avez honte, que vous ne voulez pas être vu comme ça, que vous êtes délaissé. Ça se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas de support. Et ça, c'est des émotions qui sont toutes valables pour empêcher la remobilisation. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, et même si vous avez... Donc, sachez qu'il y a quelque chose en dedans qui n'a pas été adressé. Puis ça, souvent, tu sais, ça prend un peu de soul searching, comme on dit, pour vraiment essayer d'aller trouver en dedans, c'est où est-ce que ça accroche. Parce que, et puis de ne pas avoir peur de dire que ça accroche, de nommer les choses. Si je prends les militaires, eux, de dire qu'ils ont peur, c'était pas super winner. Là. On parle de gens qui sont allés en Afghanistan, qui sont allés en Bosnie. Donc, d'exprimer les émotions, ça peut prendre un certain temps. Des fois, on n'est pas capable de mettre le mot. Donc, on peut utiliser soit des faits avec des émotions ou de le décrire approximativement. Et je vous garantis que si vous réussissez à trouver une parcelle de l'émotion qui vous bloque à vous remobiliser, c'est le début de la remobilisation. Parce que parce que vous êtes tous des gens très intelligents, vous le savez, qu'est-ce que vous devez faire, mais ça bloque. Et c'est ça que le modèle nous dit. Donc, n'hésitez pas c'est pas, le message, c'est ne vous auto-flagellez pas, tapez-vous pas sur le coco si vous dites, hey, je suis donc pas une bonne patiente ou je suis donc pas une bonne membre de SLA ou je sais pas quoi. Je suis donc bien poche, moi, dans la vie, je suis pas capable de prendre une occupation que j'étais capable de faire les 2 tours d'année avant. Ben ça, il ne faut plus que vous ayez ce discours-là parce que ce discours-là, il est autodestructif. Et il faut plutôt vous essayer de trouver en dedans pourquoi est-ce que je ne suis pas capable? Ben, j'ai peur de ne pas être bonne comme avant. J'ai peur comme juge. Et puis puis là, c'est
un travail un peu à long terme. Et c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de vous remobiliser que c'est de votre faute ou que c'est parce que vous ne voulez pas. Souvent, on entend ça chez des gens, par exemple, qui vont des fois, la SLA peut s'accompagner de dépression à juste titre. Ils vont dire, ben ouais, donne pas un coup de pied dans le derrière, et vas-y, tu sais, au moins pendant que tes mains fonctionnent ou que ça fonctionne. Mais ce n'est pas une question de volonté. C'est une question qu'il y a des émotions en dedans qui vous empêchent d'avancer, qui vous font tellement peur, qui ont peur de sortir, que c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de vous remobiliser. Donc, aucune autoflagellation à partir de maintenant. Regardez plutôt à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe et n'hésitez pas à le verbaliser. Des fois, les gens ils disent « Oh, je ne vais pas le dire à mon conjoint que je ne me sens pas bien. » La clé est penser ici et maintenant et pour vous parce que vous avez peur de comment est-ce que ça va être reçu et tout ça. Vous le gérerez, comment ça va sortir, comment ça arrivera. OK? Évidemment, c'est un travail, faire ça, c'est pas spontané, quand vous allez être capable nécessairement d'identifier l'émotion qui vous empêche, mais sachez de savoir que ce n'est pas de votre faute et que c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas mobilisable ou que vous avez c'est vraiment pas le cas. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça, OK? Donc, ça, des fois, ça peut être utilisé, ce modèle-là, comme je vous disais, si vous avez plus de difficultés à vous faire un plan. Des fois, ça allait à trouver opportunité, vous devriez avoir SLA Québec écrit en gros là-dedans. Menace, c'est plutôt, surtout souvent, les facteurs internes, donc les émotions qui sont associées, qui nous bloquent. Il y a beaucoup d'environnement physique, malheureusement, je m'excuse au nom de la société. On n'est pas une société adaptée. J'espère que dans les prochaines années, ça va s'améliorer. Il y a quand même des beaux projets, des belles initiatives qui existent, mais il faut creuser et il faut se battre un petit peu. Donc, l'environnement physique, là, je suis bien consciente qu'il y a des barrières qui sont plus grosses que d'autres. Je ne suis pas en train de dire là, que tout est beau, tout est faisable. C'est juste d'essayer que l'opportunité ait plus de pouvoir que les barrières ou les menaces. Donc, c'est à peu près le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. C'est une perspective qui est peut-être très, très loin de ce que vous aviez entendu avant. Peut-être que vous allez dire c'est bien trop New Age son affaire, c'est bien correct. Au moins, vous aurez peut-être que plus tard, cette perspective-là fera du sens pour vous. Mais j'aimerais ça vous entendre, à savoir qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là, l'approche avec les occupations. Si ça semble-tu pertinent pour vous? Est-ce que c'est réalisable? C'est quoi les barrières ou les choses que vous percevez comme des choses qui pourraient vous aider ou qui pourraient faire entrave à une certaine remobilisation? Et juste dire que remobilisation ne veut pas dire que vous n'êtes pas mobilisé. OK? Ça veut juste dire remobilisation dans des activités qui sont le fun pour vous. OK? Je veux juste faire une clarification. Là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes complètement démobilisé. Non, non, c'est juste une remobilisation différente. Alors, j'aimerais ça vous entendre et sachez qu'il n'y a aucun, si vous avez des commentaires, vous dire « tu ne sais pas partout de quoi tu parles », je les accueille tous et mon but, c'est juste d'améliorer éventuellement m'améliorer en tant qu'ergo puis en tant que communicatrice, là, ne vous gênez surtout pas. Là. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, quoi je suggère le monde, c'est que vous pouvez utiliser le chat qui est, si vous regardez en bas, il y a des icônes, il y a une qui est une petite boule pour communiquer. Vous pouvez utiliser ça pour clavarder vos questions ou vos commentaires. Aussi, il y a une icône qui dit réaction. Vous pouvez lever la main, cliquez sur ça, levez la main, comme ça, nous voit le monde qui veut demander une question ou faire un commentaire. Maintenant, c'est à vous de faire les questions et les commentaires. Donc, j'attends. Je sais que quand vous avez parlé à le début, Geneviève, quand vous avez dit il y a des choses un mot que tu n'aimes pas, Monsieur Lapointe avait dit résilience, s'adapter.
Et je crois M. Hudon avait dit la radio comme une façon en tout cas, je vais juste lire les messages dans le chat à ce moment-là. Est-ce que c'est mieux qu'accepter? Je suis d'accord avec ce commentaire-là. Oui. Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question qu'il aimerait poser à Mme Lessard? Ça semble que c'était très clair. Donc, est-ce que tout ce que vous avez dit? Tant mieux. Peut-être juste dire bonjour à Geneviève. Je pense qu'on s'était Oui. déjà parlé lors de l'étude. Bonjour, vous vous êtes reconnu? Ouais, très content de te revoir et de devoir nous donner un coup de main avec la SLA. C'est très, très apprécié. Je me suis revu un peu dans ce que tu as parlé, de se remobiliser et tout ça, mais je pense que je suis un de ceux qui a rapidement fait la transition puis de se dire que la SLA ne m'arrêtera pas. Au contraire, on va continuer à travailler pour ça. Je trouve que ton processus est très intéressant. Chacun le prend à sa façon, là. Moi, j'essaie de l'appliquer là, et de faire avancer, au moins, moi, personnellement, d'avancer avec tout ça, là, parce que la maladie, c'est sûr que ce n'est pas facile. Là. Absolument. Oui. Merci beaucoup de votre commentaire. Sachez que c'est les gens comme vous qui ont inspiré ce PowerPoint-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou qui aimerait faire un commentaire sur... moi, je peux juste donner un commentaire un peu. Moi, je me suis inscrite à la formation pensant que c'était pour les professionnels. C'est à ce point-là que je suis bonne avec la technologie. Mais je trouvais ça intéressant de voir la formation. Donc, je suis ergothérapeute avec plusieurs de mes clients qui ont la SLA. Le seul point que j'apporterais, c'est que lorsque, dans tous les points, autant l'élargissement occupationnel que la compensation, de faire un peu un brainstorm également du côté de l'usager. Donc, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on pense qui serait possible, puis que l'ergothérapeute va seulement aider à faciliter ou à peut-être apporter un autre point de vue ou à essayer d'engager tout ça. Là. Donc, veut pas, il faut quand même qu'il y ait un point, un désir de l'usager de l'apporter puis de progresser là-dedans également, car surtout je travaille au CLSC, donc autant qu'on a un impact pour essayer d'amener la personne à augmenter ses occupations, on ne peut pas tout faire la tâche non plus. Hein? Donc, il faut travailler en équipe pour travailler ensemble pour pouvoir avancer dans les occupations de la personne. Absolument, absolument. En fait, on prend la personne où est-ce qu'elle est, puis on essaie de l'amener où est-ce qu'elle veut aller, mais c'est clair que c'est pas... on travaille tout seul, on ne peut rien faire. Là. Donc, c'est vraiment une alliance. J'ai hâte à la prochaine formation, plus pour les professionnels, sur comment apporter les personnes à d'être plus comme M. Hudon, puis à d'être résilients pour pouvoir apporter un aspect sur l'occupation au lieu d'être un peu stické dans le « je ne veux pas, j'arrête mes occupations ». Il y a peut-être le processus de remotivation, je ne sais pas, de la CRA, ce que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez c'est une référence qui existe. Dans le fond, c'est un guide, dépendamment où la personne se situe où. Si elle est en phase, on va dire, de pré-contemplation, contemplation, changement, action. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Dans le guide, il y a vraiment des interventions, qu'est-ce qu'on fait, dépendamment de la personne, elle est dans quel stade. Remotivation, ça ressemble beaucoup à remobilisation. Moi, je l'utilise beaucoup, dans le fond, et si le stade est dans mes analyses, dans le fond, je leur dis, bon, le client est en pré-contemplation, il veut aller en action, voici c'est quoi les problématiques, voici ce qu'on va faire. Donc, ce serait peut-être un guide en attendant que vous pourriez vous procurer. Moi, je le trouve très bien fait, très pratique. Là. Il donne vraiment des interventions pour nous à faire. Parfait, merci beaucoup. Je pense que ça va être utile pour autant mes clients SLA que sclérose en plaques ou n'importe quelle autre maladie neurodégénérative. Donc, merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des autres commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a quel est le nom du guide?
C'est l'approche remotivationnelle c'est basé sur le MOASH là, pour les ergos. Et c'est Carolina de las Heras. Si vous tapez ça dans Google, là, il devrait l'avoir. Au pire, je pourrais peut-être envoyer le lien à Kate, mais je sais que... Peux-tu peut-être l'écrire dans le chat ouais. pour qu'on aille un... Carolina de las Écoute pas super vite non plus. Heras, c'est le processus de remotivation. On l'utilise beaucoup en santé mentale, mais c'est utilisable dans toutes les situations. Moi, j'utilise vraiment dans tout le niveau de la persévération, de la douleur. Dans les douleurs chroniques, il est utilisé aussi. Donc, c'est l'auteur avec le nom du guide. Là. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est ma Bible de chevet. Merci. Encore des questions, encore des commentaires? Nous avons quand même ce temps schedulé pour aujourd'hui, donc nous avons le temps pour vos questions. J'ai oublié aussi, vous pouvez peut-être aussi, il y a une formation qui s'appelle l'entretien motivationnel qui est donnée par plusieurs personnes, dont Mario Lévesque du groupe Ancora. C'est 2 jours et c'est comment est-ce qu'on roule avec l'ambivalence, comment on suscite le changement, comment on pose des questions d'exploration et tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense que même le gouvernement du Québec l'offre gratuitement. Donc, vous pouvez peut-être aller voir ça aussi. Les 2 sont complémentaires. Merci, Mme Caron. Au Merci, revoir. Mme Caron. J'imagine que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je ne veux pas garder le monde pendant longtemps s'il n'y a pas de questions ou commentaires à partager. Donc, je juste donne une dernière chance pour tout le monde de lever leur main ou faire leurs questions dans le chat. Jamais des questions qui viennent. Oui, Monsieur Lapointe. Hey, bonjour, ça va bien? Oui, vous-même. Oui, Belle présentation en passant. merci, M. Lapointe. Je vais faire un petit commentaire personnel. Là. C'est, au cours des dernières semaines, j'étais avec ma conjointe à l'extérieur. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai été une personne vraiment manuelle dans la vie. Puis, construire, c'est ma vie, dans le fond. Là, dessiner des plans, construire, ainsi de suite. Puis ma conjointe m'a apporté un commentaire, puis écoute, ça me tourne en boucle dans la tête depuis. Elle dit, écoute, Éric, elle dit, il y a Éric Lapointe. Éric Lapointe après la SLA, mais ton cerveau est encore Éric Lapointe 1. Mon cerveau, il est encore là, c'est tranquillement, ça accepte, mais c'est vraiment pas évident. Ça me tourne en boucle. Tu sais, t'es quelqu'un à base même, j'ai fait une passion, toute ma vie, c'est le travail que j'ai effectué, c'était une passion. Du jour au lendemain, la passion, je ne peux plus la faire, fait que même mon cerveau est encore passionné. Tu sais, c'est un peu ça, des fois, la frustration du physique qui vient chercher le psychologique. Là. J'aimais bien son point à ma conjointe. Je voulais apporter ça comme commentaire. Là. C'est un excellent point. C'est absolument ça. Vous restez la même personne. Si le corps obéit plus ou moins. Et toutes les forces que vous avez, vous pouvez les utiliser pour essayer de trouver une façon de de faire cette équation-là. Bon, peut-être pas la machinerie lourde, là. Je me souviens plus de quelle sorte que vous faisiez exactement, là, mais c'est de trouver comment ça se peut que ce soit plus possible de cette façon. Mais par exemple, il y a des gens qui vont dire je ne peux plus patiner, mais j'aimerais ça enseigner comment patiner, par exemple. Fait que c'est de trouver un différent spin, un spin qui va faire du sens pour vous. Oui. Mais c'est très bon commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, belle M. présentation. Merci beaucoup, M. Lapointe. Est-ce qu'il y a des autres derniers commentaires ou questions? Donc, je vous remercie vraiment, Geneviève Lessard, pour son présentation, son temps aujourd'hui, et aussi à vous pour votre temps d'assister à cette présentation.
Donc, ça va être la prochaine fois, prochaine conférence ou quelque chose comme ça. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite tous une très belle fin d'après-midi. Merci, au revoir. Merci à vous.